Bonjour YouTube, c'est parti pour le bilan culturel du mois d'août. On fait ça en live et du coup on va commencer par mes lectures. Incroyable. Incroyable. Hop, on change de scène. Ok. Du coup, je compte pas, moi je suis pas... Comme je dis, je lis beaucoup, mais c'est en partie dû au boulot. Je suis pas dans une compétition de savoir combien de livres j'ai lus par mois, par an et tout ça. Trop, je trouve. Trop. C'est pas parce qu'on lit beaucoup que c'est bien. Au final, il y a des choses, du coup, où je retiens pas parce que je lis un peu en diagonale aussi. J'ai continué à lire Tokyo Revengers, j'en suis au tome... je crois que j'ai dû en lire d'autres. Début août, j'ai lu le tome 6. On en avait parlé un peu avec Valentin, et du coup, effectivement, même si ça essaye de prendre une direction avec plus d'ampleur, on voit clairement que ça peut commencer à tourner en rond. Tokyo Revengers, je crois que c'est une série qui est pas terminée. Ouais, où il y a déjà 20 tomes. Du coup, pour l'instant, je continue parce que ça reste agréable à lire. Pour le coup, c'est hyper rapide à lire, c'est hyper dynamique. Un peu fan du design des personnages, de l'ambiance yakuza et tout, tatouage, dégaine un peu mauvais garçon, tout ça. Mais pour le coup, effectivement, je pense que ça va vite tourner en rond. J'espère avoir des revirements de situation ou avoir un peu de profondeur dans les personnages pour continuer à m'accrocher, quoi. Je pense que s'il n'y a pas tout ça, c'est ce qui me fera décrocher de cette saga. Ensuite, j'ai lu L'espace d'un instant de Nikki Smith. Ça, c'était très chouette. Chez Rue de Sèvres. C'était vraiment chouette. Déjà, c'est très beau. Les couleurs, elles sont incroyables. Le travail sur les lumières, vraiment, c'est très très chouette. Bon, un peu ambiance Golden Hour en permanence. L'espace d'un instant, ça parle de syndrome post-traumatique. C'est un lycéen, je crois que c'est ça, je crois qu'ils sont lycée, collégien ou lycéen. On sait jamais avec le système scolaire américain, c'est pas la même chose. Collégien apparemment. Un ado quoi, qui est à l'école, qui souffre d'un syndrome post-traumatique après avoir été témoin d'une agression envers sa prof d'art. Du coup, ça parle de plusieurs trucs. Ça parle du syndrome post-traumatique, ça parle de l'école, et ça parle aussi de la campagne, de ce que c'est d'être un adolescent dans la campagne profonde aux États-Unis. Avec beaucoup de douceur. Pas un truc... comment dire, pas un truc... Enfin, on voit que la personne, je crois que c'est ce qu'elle dit, Nikki Smith. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, l'auteur ou l'autrice. Voilà, une autrice qui a vécu à la campagne, et du coup il y a vraiment une tendresse pour ce milieu et une vision un peu des gens de la ville sur la campagne. Donc voilà, c'est assez chouette, et puis aussi de ces relations entre adolescents qui sont très douces, et ça fait plaisir. Voilà, et puis c'est très beau. À conseiller pour des ados, des collèges quoi. Hop. Hop, ça je l'ai emprunté quand je travaillais quand j'ai changé de service cet été. C'est une série en 2 tomes, À nos fleurs éternelles. Du coup, effectivement, ça se passe au XIVe siècle au Japon, et du coup,
Je l'ai emprunté parce que ça parle de théâtre japonais. Que vous êtes pas sans savoir que j'ai fait des arts du spectacle et que le théâtre ça m'intéresse. Et en gros, on va suivre la personnalité qui va être le créateur du théâtre No, qui est un style de théâtre peut-être le plus connu au Japon, traditionnel. Sauf que, bon, alors là j'ai lu que le premier tome, sauf que ça se passe beaucoup sur la relation entre les deux personnages principaux et que moi je m'attendais peut-être à un truc plus historique encore. Voilà. Du coup, je sais pas si je lirai le deuxième volume. Peut-être que ça m'apprendra plus de choses, mais je suis pas hyper convaincue pour l'instant voilà, par cette saga. Hop. Tome 2 de Fils de sorcière. Fils de sorcière, c'est un... hop. Fils de sorcière, c'est un livre de Pierre Bottero, et donc là, qui est un auteur très connu jeunesse, et un auteur de littérature de l'imaginaire très très connu en jeunesse, et qui n'a pas fait que d'ailleurs de la littérature de l'imaginaire, mais principalement il est connu pour la quête des Willan et tout ça, tout cet univers. Et donc Fils de sorcière, c'est une adaptation BD chez Jungle. Alors du coup le tome 1 était sympa, le tome 2 est toujours assez chouette, ça se lit bien, sur un petit garçon qui vient d'une famille de grandes sorcières, voilà, et où lui, où il n'y a que les femmes qui ont des pouvoirs, et voilà, et dans le tome 1, finalement, il s'avère qu'il a eu des pouvoirs aussi, et le tome 2, voilà, on va être sur une autre histoire, et sur un autre type de monstres, de créatures à affronter. Voilà. Pareil, sympa. Et là, dès la lecture, dès le cycle 2, cycle 3, pour même des bons lecteurs effectivement de CE, si ils veulent se lancer là-dedans, c'est cool. Là, je l'ai mis là, Shangri-La Frontière. Je l'ai lu, j'ai lu le tome 1, parce que c'est une nouvelle saga que j'ai achetée pour la médiathèque, et en plus ça se passe dans l'univers des jeux vidéo. Et je pense que ça fait à peu près partie de ce qui se fait, je sais pas le mieux en ce moment dans ce genre-là, mais en tout cas... J'en lis pas énormément des mangas de ce type-là, mais en tout cas, franchement, c'est assez sympa. Je me suis bien pris à l'histoire dans ce premier tome. Je lirai pas la suite parce que je suis pas le public et que j'ai trop de trucs à lire. Mais voilà. Pour la couverture. Ouais, c'est un mec qui effectivement, on voit le résumé ici. Un mec qui adore jouer au pire bouse de jeux vidéo. Vraiment, il adore retrouver des trucs horribles, des jeux injouables et tout. Et finalement, il va se lancer dans un MMORPG, un Meuporg bien sûr, qui a un succès fou, etc. Et il va être hyper pris... il va être hyper pris par l'aventure. Bien sûr, c'est des jeux qui se jouent en réalité, plus qu'en réalité virtuelle, hein. Ils sont plongés complètement dans les jeux, et c'est comme ça que l'histoire va se créer dans le manga. Hop, le tome 7, je crois que c'est pas le dernier de End de Mari Okazaki. Oh, ça se termine en 8 tomes. Alors c'est un josei, donc un manga pour femmes plus âgées que, voilà, on va dire de femmes jeunes adultes ou voilà, à peu près.
Parce que ça parle souvent de relations amoureuses, mais la différence avec les shoujo, c'est que potentiellement il y a du sexe dedans. Alors c'est pas du porn, hein, c'est pas érotique ou quoi que ce soit, mais en tout cas les personnages ont des relations sexuelles, c'est pas des collégiens qui se tiennent par la main. Et Mari Okazaki, elle fait ses personnages avec des très grands yeux, des très longs membres et tout, qui sont assez délicats, complètement irréalistes. Et en vrai, elle fait des choses qui sont assez douces et délicates, et en même temps assez réalistes. C'est des choses que j'aime bien lire de temps en temps. Ça révolutionne pas le genre non plus, mais ça permet d'avoir des choses un peu plus intenses que justement des lycéens qui se tiennent juste la main. Donc voilà, un bon truc pour... finalement, j'en ai pas tant que ça des romances pour adultes en manga au travail, donc celle-ci, ça fait partie de celle que je suis. Ok, télé-réalité, la fabrique du sexisme. J'avais commencé à en parler un peu le mois dernier. Donc celui-là, c'est un livre que j'ai acheté. J'avais lu déjà de Valérie Rey-Robert, je vous avais dit, Une culture du viol à la française. Là, je me suis lancée dans la fabrique du sexisme parce que... télé-réalité, la fabrique du sexisme, parce que moi, la télé-réalité, c'est pas un truc que je consomme. Je regarde très peu la télé. Vous savez, à part Fort Boyard... à part Fort Boyard en été, et encore quand je suis dispo, je regarde pas la télé. Du coup, ça m'intéressait d'avoir l'avis de quelqu'un qui en consomme, parce que elle le dit tout à fait en introduction, elle consomme de la télé-réalité, elle regarde les Marseillais, tout ça, les Anges, etc. Mais elle a du recul dessus. Et elle en parle très bien. Alors je trouve que c'est un peu moins fouillé qu'une culture du viol à la française. Aussi parce qu'il y a moins d'études, c'est plus récent comme phénomène. Donc même si elle s'appuie toujours sur beaucoup d'articles, beaucoup d'études, qu'elle compare, que voilà, y a un peu moins de... on a moins de recul quoi sur ce sujet, du coup il y a moins de matière quoi. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait la télé-réalité c'est vraiment un reflet extrême de notre société, avec des personnes hyper normées, genre des hommes très virils, des femmes très dans les standards de féminité et l'hyper même féminisation. Du coup c'est intéressant, elle parle à la fois du coup de ces télé-réalités de dating, ces trucs d'enfermement type justement le Loft, Secret Story, tout ça, que aussi les émissions d'M6 là, de relooking, genre les reines du shopping, incroyable transformation, même recherche appartement, tous ces trucs. Et c'était hyper intéressant. Moi j'ai appris pas mal de choses et ça m'a fait avoir des réflexions sur ce qu'on regarde et du jugement qu'on peut avoir aussi face aux candidats, tout ça, aux candidats, candidates. Les concours culinaires, ça compte ou pas? Elle en parle surtout dans les trucs genre un dîner presque parfait, je crois. Plus les trucs où ils se jugent entre eux, tu vois. Pas forcément... Je crois qu'elle fait un mini truc sur Top Chef vite fait. Mais là, elle parle surtout des trucs... Des concours où les candidats ils se jugent entre eux, mais c'est une forme de télé-réalité aussi, hein, tout à fait. Voilà, il y a genre le business de la minceur et de la chirurgie esthétique, zoom sur le coaching, donc c'est ça, hein, le relooking, les émissions pour les femmes et les classes populaires, la stigmatisation à tous les étages ou presque, le culte de la confiance en soi, le jugement comme composante essentielle du bonheur,
et plein de choses, nier le travail féminin. Ok, j'ai eu peur, j'avoue que je regarde à l'occasion Top Chef ou le meilleur pâtissier, j'ai pourtant horreur de la télé-réalité. Ouais, mais en fait, toutes les télé-réalités ne sont pas les mêmes déjà. Et puis on peut trouver une forme de plaisir d'en regarder même des choses que l'on sait pas hyper incroyable. Enfin voilà, tu peux regarder. Disons que quelqu'un peut regarder les Marseillais et avoir du recul sur comment c'est produit les Marseillais, comment sont choisis les candidats, comment ils sont poussés à une hyper dans des codes hyper marqués et tout, voilà. Et il y a un truc aussi sur la famille. Du coup, j'en étais pas consciente et tout, forcément, mais voilà, le fait que la famille soit un truc hyper important, et comment les femmes aussi, par la grossesse ou quoi que ce soit, elles peuvent continuer leur carrière. Question plutôt, quel est l'intérêt de la télé à l'heure d'internet? Ouais, mais alors l'internet réalité, ça existe aussi, hein. Oui, c'est là où je veux en venir, là, plusieurs niveaux de télé-réalité. Je lis le titre de ce livre, je trouve mauvais, télé-réalité, fabrique du sexisme, c'est trop vague. Ouais, bon, il faut bien trouver un titre, mais il y a quand même un truc, tu vois, sur le coaching et tout. En fait, elle le définit qu'est-ce que c'est que la télé-réalité au début. Définition et historique de la télé-réalité, et du coup il y a quand même différents types de télé-réalité, et elle l'explique aussi, hein. Hop. Et il y aura sûrement encore des choses qui dans des années vont définir un peu différemment la télé-réalité. Hop. Déjà, elle dit qu'il y a eu 3 générations de télé-réalité, donc une dans les années 80, on reconstruit alors la réalité, on va faire rejouer une scène vécue par un anonyme qui s'est comporté de façon héroïque. Deuxième génération commence dans les années 90, on y montre la réalité sans filtre en suivant par exemple des policiers en mission. Et la troisième génération voit le jour dans les années 2000, on génère alors une réalité artificielle et on place des gens ensemble dans un décor créé pour l'occasion et on filme ce qui se passe. Ah là là. Mais oui, bonjour. C'était bien ta réunion ce matin? Moi, c'était incroyable, la réunion syndicale. Bon, en tout cas, voilà. Voilà, c'était cool. C'était cool et effectivement ça apporte des réflexions. Je pense qu'après tu vois du sexisme dans le Top Chef ou le meilleur pâtissier, il y en a certainement comme il y en a partout dans la société, comme d'autres formes de discrimination. Top Chef ou le meilleur pâtissier, ils vont peut-être pas baser leur fonctionnement sur ce sexisme. Contrairement à une télé-réalité d'enfermement, effectivement, où là, ça va être plus important. Hop. C'était intéressant, beaucoup de travail en jeu. Ça. Babyface, on continue dans les adaptations. Rutsev, ils ont adapté beaucoup de romans de l'école des loisirs, vu que c'est le même groupe. Là, c'est une adaptation du roman de Marie Desplechin, Babyface, du coup. Hop. Voilà, là on suit Nejma, qui est cette adolescente, elle est nulle, méchante, moche et mal habillée, c'est comme elle se vue. Elle se voit, et un peu comme les autres collégiens la voient. Et du coup, oui, elle va se faire accuser d'une agression qu'elle n'a pas faite. Et du coup, en fait, c'est surtout pour dépeindre la vie de cette adolescente, mal dans sa peau, qui n'a pas de père, en cité, etc. Donc c'est juste un élément déclencheur qui va faire qu'on va s'attarder un peu plus sur la vie de Nejma.
Et j'ai pas lu le roman de Marie Desplechin, même si j'en ai lu beaucoup à la base. Mais c'est une adaptation assez cool en BD. Et voilà. Pour les ados, pareil, les collégiens, c'est très bien. En one shot en plus. Je suis toujours la série Les Carnets de l'apothicaire. Je sais pas si j'ai l'impression que j'en parle du coup tous les mois de ces séries-là, de mangas. Vraiment, ça, c'est un super manga. Et en plus, qui est hyper adoré par les ados, donc je suis contente. Même si au final, c'est un seinen, les collégiens, ils le lisent, il n'y a pas de souci. Intrigue et poison au cœur du palais impérial, c'est vraiment ça. On va suivre Mao Mao. C'est notre héroïne qui est apothicaire. À la base, elle n'était pas vraiment apothicaire. Et on va suivre... En fait, c'est l'occasion de voir un peu ce qui se passe au palais impérial, au palais des plaisirs, etc. Et un petit peu comme ce petit monde fonctionne au travers du personnage de Mao Mao. Qui va déjouer un peu plein de trucs avec son super sens d'apothicaire, genre qu'est-ce qui est empoisonné, voilà, comment machin a été tué, tout ça, tout ça. Et du coup c'est très cool. Et c'est toujours au tome 8, c'est toujours aussi cool, donc voilà, espérons que ça continue, mais qu'il s'arrête à temps à un moment. Hop. Adieu triste amour de Myriam Mal. Une BD à moi? Quoi? Une BD que j'ai achetée? Ouais. Parce que j'en achète pas beaucoup. Hein. J'en achète pas beaucoup. Hop, et vraiment super. Enfin, moi j'adore Myriam Mal, je suis une grande fan de Myriam Mal. Ouais, c'est trop bien. On va suivre donc. Je pense que c'était la suite de... C'est comme ça que je disparais en vrai. Ah, j'en ai lu d'autres. Hop. Je pense que... Non, elle s'appelle pas... Non, elle a pas le même nom que Clara et Cléo. Elles ont toujours... Elle a un peu le même nom, donc... Mais non. Et c'est ouf, hein. Des fois je m'achète des bouquins. Adieu triste amour, on suit une illustratrice, autrice de BD qui vit à Montréal, mais qui est originaire de France, comme Myriam Mal, c'est bizarre. Je pense qu'elle utilise beaucoup son expérience pour écrire. Qui va se rendre compte elle va quitter Adieu triste amour, va se rendre compte que son mec, finalement, la relation qu'ils vivent, elle est pas si belle que ça, que c'est un peu un mec un peu toxique, qu'il a eu un passif compliqué avec d'autres femmes. Et que en fait là ça ressurgit sur sa vie à elle et comment elle va se sortir de cette relation toxique et qu'elle va quitter du jour au lendemain Montréal, son mec et réussir à faire sa vie ailleurs toute seule. Et c'est chouette parce qu'encore une fois, c'est hyper... je sais pas si on va voir. Je vous montre un peu. En fait, je trouve que là où elle est très douée, du coup, c'est que on arrive très bien à sentir comment son héroïne, elle se sent. C'est pas un événement, hop, du jour au lendemain, qui fait éclater des choses et hop, dénouement, page suivante et tout. Mais en fait, on sent petit à petit le doute s'installer dans la tête de Cléo. On sent le malaise, c'est hyper bien installé.
Et après, ça se fait en douceur, quoi. Ça se fait en douceur. Je sais pas. Je saurais pas comment exprimer d'autre que ça, mais genre, c'est hyper bien raconté. Elle raconte super bien ses sujets. Je sais pas si la pauvre, elle a été concernée ou quoi que ce soit, mais voilà. Il y a quelqu'un qui dit... Myriam a le don de saisir des émotions humaines et leur donner une vraisemblance. C'est une universalité qui touche directement à plein cœur. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On comprend les émotions. Et ouais, je sais pas. Ça prend le temps d'installer, c'est chouette. Voilà, je la garde. Je suis contente de l'avoir achetée. Coucou Atsetius, bienvenue, merci pour le follow, merci. Coucou. Après j'ai lu Mescal. Ça c'était intéressant, j'ai eu du mal sur des trucs. Je vais vous lire le synopsis, ça sera plus simple. Un jeune américain part à l'aventure après la mort de sa mère, il va croiser une jeune femme au sang indien sur laquelle veille un chaman aux étranges pouvoirs, mais aussi l'un des plus grands cartels mexicains pour qui il va être forcé de travailler. Vananka n'aura qu'une idée en tête, retrouver sa bien-aimée détenue par une famille de Hells Angels. J'ai bien aimé le parti pris graphique. C'était assez intéressant. Après, il y avait des trucs où c'était un peu violent. C'était un peu tarantinesque dans des trucs, dans des scènes où ouais, c'était un peu too much. C'était légèrement too much, quoi. Il y a des moments où je me dis, franchement, est-ce vraiment nécessaire ? Je suis pas contre la violence, la nudité, le sexe, la drogue, les meurtres et tout, pas du tout, mais je sais pas, je pense que c'était la surcharge graphique parce que je pense que la couverture on se rend pas bien compte. Est-ce que je vais faire... Attendez. Je fais une petite recherche Google en essayant de pas tomber sur des pages. Hop. Voir des boobs et des tubs, je suis pas sûre qu'ils kiffent Twitch. Hop, ouais, ça ira pas, je pense. Tarantinesque. Ouais. Je peux l'utiliser ou pas comme adjectif. Voilà, le style il est très très coloré, très... Voilà. Un peu chargé. Mais en vrai, je trouve que ça change. Je trouve que c'est intéressant. Du coup, je l'ai acheté pour la bibliothèque. Ouais, je lis principalement des BD, exactement. Je travaille dans une médiathèque où je m'occupe de la BD et des mangas. Bon, je continue Blue Lock, hein. Moi c'est mon petit truc qui me fait kiffer. Le Battle Royale de foot, là, voilà. Ça, c'est moins fun qu'au début, mais pour l'instant je continue. Désolé, mais Bandef là. Oh, c'est toi Bandef. Ouais, on est ici chez moi, hein, Valentin, hein, pas chez toi. Hein. Love, tome 2. Dans quelle région? La région lyonnaise. Hop, là on est sur... Ça c'est bien, ça sera terminé en 3 tomes. Ouh, quelle qualité déplorable d'image. Celle-ci elle est mieux. On est sur une société où il y a des robots, des love robots, et où et où ils ont pas vraiment, ils ont de l'autonomie, mais pas vraiment de liberté.
et où l'amour entre humains et robots existe. C'est à la fois une histoire d'amour et une dystopie dans un futur un peu lointain. Qui se passe en région parisienne et dans toute la France d'ailleurs, là il se déplace. Et c'est assez chouette, chez Dupuis. Je l'ai mis en adulte, mais franchement ça pourrait être lu par des ados. Voilà. Hâte de lire le tome 3, je vois qu'il est sorti, pour voir comment ça se conclut. Le premier tome, je vous lis le pitch du premier tome. Si les robots peuvent tomber amoureux, c'est qu'ils ont une âme. Il n'est pourtant pas question dans ce monde futuriste de leur reconnaître une humanité. Exploités, ils sont maintenus par les humains sous le joug de l'obsolescence programmée qui les destine à la destruction. Oui, on sait en plus quand ils vont mourir, en empêchant toutes les mises à jour. Dans ce climat délétère, la guerre paraît inéluctable, mais l'amour ne prévient pas. Et entre elle c'est l'humaine, voilà, et Karel le Cherrysbot, donc un robot qui est là pour apporter de l'amour, c'est le coup de foudre. Comment réussiront-ils à s'aimer? Voilà, c'est pas mal. Bon ben voilà, Tokyo Revenger. Valentin il va être énervé. Mais je disais que ça commençait vraiment à tourner en rond, effectivement. Hop. Le poids des héros. Ça, c'était super. Franchement, je pourrais le noter. Je note jamais, mais quand je trouve qu'il y a un truc qui vaut vraiment le coup. Je crois que je vais essayer de vous faire une recherche aussi. Je vous lis le pitch. Vraiment, elle est magnifique cette BD. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, peut-être que graphiquement, ça parlera pas à tout le monde. Moi, je trouve ça incroyable graphiquement. Et en plus, je trouve que au niveau de l'histoire, c'est vraiment très très chouette. Une majestueuse et foisonnante recomposition de son enfance par David Sala. Donc David Sala effectivement parle de sa vie à lui. Dans Le poids des héros, David Sala retrace sa trajectoire personnelle, très tôt marquée par les figures tutélaires, mais non moins écrasantes de ses grands-pères, héros de guerre et de la résistance. En convoquant son point de vue de petit garçon, il nous plonge dans une majestueuse et foisonnante exploration de l'enfance et de l'adolescence. Le recours à l'imaginaire permet d'approcher les zones d'ombre et les failles à bonne distance tout en recomposant un parcours d'apprentissage et de transmission universel pour le lecteur, sans oublier la saveur impérissable des courses en vélo, de la découverte des premiers morceaux de rap US, des premiers temps d'initiation artistique à l'école Émile Cole. Ouais, ça parle surtout de sa relation à son grand-père et aussi de sa vie à lui. Et en plus, bon, je pense que ça m'a parlé principalement parce qu'en plus ça se passe à Lyon, parce que il est son père c'était un opposant à Franco. Donc David Sala, il est d'origine espagnole, comme moi. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent. Et je vais vous montrer un peu. Franchement, elles sont toutes belles. Hop. Et graphiquement, voilà, je pense qu'il y a des personnes que ça peut rebuter parce que c'est pas du franco-belge. Hein, mais je trouve que c'est incroyable. Du coup, quand ça se passe dans les années 70, il y a un truc très années 70, du coup, même dans le style. Voilà, c'est quand même très très beau. Regardez ça. Il est très fort. Il est très fort et c'est très 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 touchant. Je conseille. Je conseille. Hop. J'en suis au tome 21 de Beastars. Je suis bien contente que ça se finisse. Rendez-vous bientôt là pour tome 22, visiblement c'est le dernier. Je trouve que là, ça fait quelques tomes déjà où pareil, on a fait un peu le tour. De cette histoire.
c'était très cool, le pitch de départ il était très cool, sur le rapport entre herbivore et omnivore dans cette société qui est hyper bien dépeinte. Mais là, je trouve qu'on a fait le tour des différents lieux, on a fait le tour des différentes relations entre potentiellement Herbie, Carnivi, tout ça. On a fait les gauchis, on a le personnage principal, c'est bon, on le connaît, ça y est, il est temps de passer à autre chose. Le 22e tome, c'est bien que ça s'arrête à ce moment-là. Je pense que je referai un pitch global quand j'aurai lu la fin pour en parler plus en détail, mais voilà. Hop. Et du coup, le dernier dont on va parler aujourd'hui, c'est Simone. Encore une BD qui se passe à Lyon et dans les environs. Et encore un rapport avec la guerre. Parce que là, on va parler de Klaus Barbie, donc le boucher de Lyon. Et de Simone Lagrange, qui va voir à la télé la tête de cet homme et qui va le reconnaître et qui va reconnaître un de ses tortionnaires quand elle était jeune, l'homme qui a enlevé sa sœur, etc. Et du coup, elle va se rappeler de son enfance. Voilà, c'est une petite fille, son enfance de petite fille juive, du coup, à Lyon et dans les environs. Et c'est une bande dessinée de jeunesse, du coup, qui est une très bonne BD pour que les enfants connaissent cette période à travers un personnage qui est lui aussi un enfant. Voilà. Qu'on a conseillé dès la primaire. Et voilà. Voilà pour mes lectures du mois d'août. Donc j'en ai fait d'autres. Là au début du mois de septembre. Là actuellement je suis dans ce pavé, la maison dans laquelle de 1100 pages, un truc comme ça. 1088 pages. Voilà. Je suis pas sûre de vous en reparler tout de suite. C'est incroyable. C'est une très très bonne lecture. Mais 1100 pages et j'ai plein de nouveautés de BD à lire, donc forcément j'avance pas méga vite. Mais c'est très chouette. Est-ce que vous avez lu des trucs chouettes ce mois-ci? Est-ce que vous avez envie de me conseiller des choses? Est-ce que vous avez envie de conseiller des choses au chat? Hop. Voilà, et après on va passer au ciné. Archibanal qui fait extrêmement bien la modération. J'enregistre, mais bon, c'est un replay que je mets sur YouTube. Je me casse pas la tête non plus à faire une émission et YouTube, donc vous avez le droit de me parler, bien sûr. Juste des moments, je suis prise dans mes explications. Hop. On va passer au ciné. Ciné-série. Du coup, on parlera pas... J'ai regardé Decision to Live en août, le 2 août, mais c'était aussi le lendemain qu'on a fait le bilan de juillet avec Valentin. Du coup, on en a parlé pendant ce moment-là, donc je vais pas en reparler. Du coup, je vais vous parler de 3 films et de 2 séries. Alors, j'ai commencé The Office aussi, mais je vais peut-être pas vous parler de The Office. Enfin, je veux dire, à part moi, je pense que tout le monde a vu The Office. Ou s'il ne l'a pas vu, c'est de quoi parle The Office. Je suis pas sûre. Je peux juste vous dire que même le voir maintenant en retard, c'est génial. Hop. Alors, on va se mettre sur YouTube. La première série que j'ai vue, c'est une série Apple TV.
Franchement, Apple TV font des trucs chouettes. Je vais m'ouvrir une autre page. Pardon, là. Apple TV, franchement, ils font vraiment des trucs chouettes en série. Je regarde ce qu'il y a comme Apple TV original. On est d'accord que c'est eux qui font Ted Lasso et tout, hein. Ah non, ouais, si, c'est ça, hein, c'est... Ouais, c'est Ted Lasso, c'est eux, hein. Je sais pas si The Morning Show, ça vaut le coup. Bref. Du coup, Severance... une série dystopique où dans un monde où une personne peut se dissocier. C'est la dissociation, je crois en français, Severance. Voilà, de dissociation. Et du coup là, ce sont des personnages voilà, de Ben Stiller. Les personnages, c'est-à-dire que quand ils sont au travail, ils ne savent pas qui ils sont, ils n'ont aucun souvenir de leur vie personnelle, et dans leur vie personnelle, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils font au travail. Ils arrivent au travail, ils oublient leur vie, ils savent pas qui ils sont, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, si ça se passe mal, voilà. Et l'inverse. Et c'est très bien. C'est très très bien, les acteurs sont incroyables, la réalisation est très cool, et il y a une tension. Par contre, je vous le dis tout de suite, on l'a regardé ici en pensant que c'était fini en une saison, non, et ça se finit en un cliffhanger de malade, donc franchement... pas cool, pas cool, mais bon, en même temps ça veut dire qu'on est hyper happé par cette histoire. J'espère que s'il y a une deuxième saison, ça sera à la hauteur de la première, et que les révélations, elles seront... On en a déjà pas mal, hein, mais il manque des choses. Les révélations sont à la hauteur aussi, c'est toujours un peu le problème. Franchement, je pense que ça aurait pu être une histoire clos en une saison, mais bon, on verra bien. En tout cas, je trouve que ça vaut le coup, et je trouve que c'est une série dont on n'a pas tant entendu parler que ça. Voilà. Si vous voulez vous lancer là-dedans. Hop, c'est très cool. Je le re-regarde. C'est vraiment pas mal. Est-ce que... Je pense que je vais faire toutes les séries. Donc, un autre délire. Ça, je pense que tout le monde n'adhérera pas, hein, vraiment. The Rehearsal. Donc ça, c'est une série... c'est une émission, une série de Nathan Fielder, qui faisait Nathan For You, qui est un... Je sais même pas comment il est connu aux États-Unis, mais chez nous, pas du tout. Le mec est dans un délire où il se dit que The Rehearsal, du coup, c'est quoi ? La traduction, c'est la répétition. Que les personnes, elles seraient plus prêtes à des événements dans leur vie si elles pouvaient, ou à dire des choses, etc., si elles pouvaient répéter ces événements. Et donc, le mec est dans son délire, le mec il est juste jusqu'au boutisme, donc il recrée par exemple en décor réel, taille réelle, des lieux.
des lieux identiques à, par exemple là dans le premier épisode, le bar dans lequel le mec va, à qui il va faire répéter va. Il embauche des acteurs pour le faire répéter, les paroles, genre là, en fait dans le premier épisode, je vais vous dire un exemple parce que je pense que c'est pas hyper compréhensible. Dans le premier épisode, on voit... c'est lui là, ce mec là. Il veut avouer à ses amis. En fait, c'est un mec qui fait plein de quiz dans des bars, de culture G et tout. Et il a dit à ses amis au tout début où il les connaissait, avec qui il fait des quiz, qu'il avait un master. En fait, il a pas un master, genre il a une licence ou un truc plus bas qu'un master. Et du coup, c'était genre un petit mensonge au début, mais maintenant c'est des amis qu'il voit depuis super longtemps et il est enfermé dans un mensonge depuis des années. Du coup, sa problématique, c'est avouer à ses amis qu'il n'a pas un master et surtout à une amie qui apparemment est un peu plus compliquée à gérer et qui arrête pas en plus de lui envoyer des offres d'emploi parce que le mec actuellement n'a pas d'emploi. Et elle arrête pas de lui envoyer des offres d'emploi où il faut un niveau master et lui il en a pas, du coup il sait pas comment lui dire d'ailleurs. Et du coup, Nathan Fielder, il construit un bar qui est l'exact même bar, voilà, une maquette de bar grandeur nature qui est l'exact même bar dans lequel il va. Il engage une comédienne qui ressemble à son amie, qui elle va aller se renseigner sur son amie, un peu les mimiques qu'elle a, machin, pour le faire répéter cette conversation qu'il aura enfin avec son amie, voilà. Et donc ça c'est le premier épisode pour mettre en place le concept de l'émission, le concept de la série. Et dès le deuxième épisode, il trouve une femme qui, elle, ne sait pas si elle veut des enfants, une vie de famille et tout, et du coup il va lui construire, il va acheter, enfin ouais je sais pas ce qu'ils font, bah, en tout cas ils prennent une maison qui est la maison de rêve de cette meuf, ils engagent des enfants acteurs de quand ils sont bébés jusqu'à 18 ans, voilà, qui font grandir tous les je sais plus combien de temps, en sachant qu'ils font ça jour et nuit. Elle, il l'a fait vivre dans cette maison. Et genre les bébés acteurs, je crois qu'ils doivent changer toutes les 2 heures. Les bébés, ils peuvent pas... Il y a un code du travail quand même. Ils peuvent pas tourner plus de 2 heures. Donc toutes les 2 heures, ça change de bébé. La nuit, ils peuvent pas tourner. Donc c'est des robots bébés qui... En fait, le mec pousse le concept à fond, hyper loin. Et le mec... Je sais pas s'il a... Je sais pas s'il est premier degré ou pas, mais il le joue hyper bien. Il tient son personnage hyper bien. Et c'est genre, il prend tout premier degré, etc. Il est anxieux, il est asocial, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et surtout, à chaque fois, il se pose des questions sur ce qu'il est en train de faire, son concept et tout machin. Et du coup, il va toujours plus loin dans son concept. Donc c'est un délire parce que faut apprécier, je pense, des fois le millième degré. Et en même temps, il faut apprécier un peu le malaise parfois. Mais en même temps... On sait pas si on doit être mal à l'aise en fait ou pas. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est du génie ou si c'est complètement con. Sûrement un peu des deux. Mais vraiment, voilà, il répète encore et encore les mêmes scènes. C'est quand même ouf. C'est ouf. Je pense que c'est quand même un truc à voir. Et après, faites-vous votre avis. Soit vous allez kiffer, soit ça va être trop perché pour vous, quoi. Voilà, là c'est... On voit les acteurs qui sont là pour jouer les enfants de la meuf là. Et en plus, ils trouvent toujours des gens. Ils trouvent des gens sur Craigslist. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est Craigslist, mais c'est un site de petites annonces aux États-Unis où il y a toujours des gens un peu perchés. Coucou Ultra Stupidus. Ouais, ça parle de The Rehearsal.
sais pas si tu connais. Et, du coup, là pour le coup, c'est entre la série, la télé-réalité, l'émission de relooking, enfin justement un peu tous ces trucs-là. Le mec a construit un vrai bar qui, après, il s'attache à ce bar, donc il le trimballe dans un hangar. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, encore plus que par rapport à sa précédente émission, il a des réflexions sur la vie, des réflexions philosophiques, et du coup, c'est à la fois perché et à la fois intéressant. Ah bah, c'est bien. Pas du tout, mais j'ai sagement écouté ton résumé. Bon, je sais pas si ça donne envie, mais voilà, je pense que c'est un truc que tout le monde ne connaît pas, donc voilà. Donc ça, c'est les deux séries que j'ai regardées au mois d'août, à part The Office du coup. Et pour les 3 films, à part Decision to Live, dont on avait parlé déjà, il y a La Nuit du 12. La Nuit du 12, un film français du coup sur... pourquoi ça s'appelle La Nuit du 12 ? Parce que ça a lieu dans la nuit de 12, je crois que c'est 12 janvier d'ailleurs, je sais plus quand c'est. Bon, on s'en fiche. On s'en fiche du mois, pourquoi je me focalise là-dessus. Ça se passe en hiver, c'est cette jeune fille qui s'est fait brûler vive en Isère. Et donc c'est l'enquête, on revient sur l'enquête, une enquête qui a jamais été close. Et voilà, du coup c'est pareil, ça se passe dans la région. Je suis focalisée région Rhône-Alpes ce mois-ci, décidément. Et c'est chouette. C'est chouette, c'est dur de dire c'est chouette pour un truc comme ça. Les acteurs sont bons, la tension est bien présente, le fait divers surtout est hyper intéressant. Et en fait, à travers l'enquêteur, là, le jeune flic, je sais pas, il y a un tas d'émotions qui passent sur cette enquête parce qu'il devient complètement obsédé par ça et en même temps, ils obtiennent pas de résultats. Et du coup, c'est assez intéressant de voir pourquoi, alors qu'il y aurait pu... il y aurait eu toutes les clés pour résoudre cette enquête, ça n'a pas été résolu. Et surtout, comment cette fille... a été victime des hommes qu'il y a eu autour d'elle en vrai. C'est un film vraiment à voir, tout fonctionne bien, ouais. C'était vraiment intéressant et subtil dans la façon dont ça a été fait. En série assez barrée, je conseille aussi Dirk Gently. Et je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Je vais me noter. Sandman. T'as vu Sandman ? Ça a commencé ou pas ? J'ai même pas regardé les bandes annonces et tout. Après, je connais très peu l'œuvre originale non plus, donc... Alors, dans la même semaine, après La Nuit du 12, je suis allée me faire Asbestas. Parce que visiblement, j'ai envie d'être vraiment de bonne humeur, de passer un bon moment dans ma vie. Franchement, mais des fois je me dis, je suis déprimée, mais aussi, quelle idée quoi. Donc Asbestas, l'histoire d'un couple français qui... Ouh, pardon, je fais des petits rototos. C'est sorti il y a 3 semaines. Ouais, j'avais vu toutes les affiches et tout, mais je me rappelais plus si c'était sorti ou si ça annonçait la sortie. Donc Asbestas, une histoire d'un couple de Français qui vient s'installer dans une région profonde en Galice, en Espagne.
qui arrive dans un village où les gens sont pauvres, où les gens ont souffert beaucoup de la crise, de beaucoup de choses, et où on leur propose de vendre... non, on leur propose pas de vendre leur terrain, on leur propose de leur donner de l'argent pour installer un parc d'éoliennes sur leur commune. Et en gros, le couple de Français arrive, font de l'agriculture bio, ne signe pas le projet d'éoliennes. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Réussissent à bien vendre sur les marchés avec leur travail en faisant des produits un peu haut de gamme et tout ça. Du coup, ils sont vus d'un très mauvais œil par surtout deux frères. On en voit un des deux ici, qui sont leurs voisins. Et du coup, va s'instaurer une atmosphère très pesante, une situation de non-confiance entre le couple de Français et ses voisins. Et du coup, cette situation, en gros, on sent l'atmosphère se tendre, déjà tendue à la base et se tendre petit à petit, et on s'attend au pire qui finira par arriver ou pas. Et vraiment, pareil, en termes de réalisation, c'est vraiment top. On sent vraiment cette tension s'installer. Les acteurs sont très, très chouettes aussi. Et en plus, moi, ce que je trouve bien dans ce film, c'est que moi, il y a eu des moments où j'étais dans moi, je comprenais tout à fait le point de vue des voisins, des Espagnols, là, qui sont pourtant... qui utilisent vraiment des moyens horribles, qui... avec le couple français. Mais en même temps, en fait, c'est hyper crédible. Tu comprends pourquoi ils en arrivent là. Eux, ils n'ont pas d'autre solution que cet argent qu'on leur propose. Ils peuvent pas retourner quelque part, ils peuvent pas construire leur vie ailleurs, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'argent, etc. Et je trouve que c'est hyper retranscrit cette ambiance village de campagne où voilà, quand t'arrives de l'extérieur, ça peut être compliqué. Dirk Gently, l'histoire d'un détective qui croit au destin et qui donc ne cherche ni enquête ni indice parce qu'il se dit que il doit les trouver, le destin fera qu'il tombera dessus. Merci de tes partages, Dorian, moi j'adore. Et merci à toi aussi du conseil. J'irai jeter un œil à ça. Bon voilà, en tout cas, Asbestas. Et là pour le coup, l'image, c'est Marina Foy, c'est Luis Zahara et Diego... Denis Ménochet, le mec. Le couple, c'est Denis Ménochet et Marina Foy, ils sont incroyables. Et pareil, je trouve que la photographie sur ce film, elle est incroyable, quoi. Bref. Et j'ai vu Nope, que j'attendais beaucoup parce que... alors j'avais été moins fan de Us, j'avais passé un bon moment, mais il m'a pas laissé grand chose. Par contre, j'avais beaucoup aimé Get Out. Donc c'est le nouveau film de Jordan Peele. Et j'ai bien aimé. Je pense que c'est pareil, ça laissera moins quelque chose derrière que Get Out. Mais concrètement, j'ai passé un bon moment. Très cool, Nope. Coucou Tornos, coucou. J'ai passé un bon moment, je le prends vraiment comme une histoire. Moins comme un truc qui va me percuter pour plusieurs décennies ou quoi que ce soit. Mais l'histoire était chouette. Le regret un peu, c'est la tension pour le coup. Elle est assez vite évacuée aussi parce que je trouve le début, voilà, c'était assez... c'était justement...
cette tension elle était là parce qu'on voyait pas, on comprenait pas ce qui se passait, mais on comprend assez vite ce qui se passe, on voit assez vite le monstre, et du coup, c'est toujours le problème, ça évacue un peu la tension, ça évacue un peu la peur. Du coup, il y a des moments un peu graphiquement, je trouve, intéressants. C'est un film que j'ai apprécié, mais c'est ça qui fait que c'est pas un film genre qui te scotche au siège et tout. Un peu comme dans Us, je trouve. Ouais, un peu, ouais. Après, je trouve qu'il y a des éléments un peu... Comment j'ai pas aimé Nope, un peu vide à mon goût. Ah ouais. Bah, moi, je trouve qu'il y a quand même des éléments intéressants, et puis toujours... Je trouve que c'est toujours intéressant le fait que du coup ils fassent quand même vivre des acteurs et des cultures qui sont sous-représentées. Rien que ça, ouais, je trouve que c'est toujours intéressant, mais effectivement... Et puis ouais, faire juste du film de genre... ça fait une histoire assez cool, mais... Je trouve que ça va pas, ça apporte pas un propos comme comme Get Out a porté un propos quoi. Alors après peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, qu'il y a quelque chose où j'ai pas eu le sous-texte et tout, ce qui n'est pas grave, hein, on peut faire un film aussi juste pour raconter une histoire cool. L'histoire était plutôt cool, mais voilà, c'était pas plus que ça. Tu vois, on peut se dire aussi, c'est bon, je pense que Jordan Peele, il a mis beaucoup de politique dans ses œuvres. Peut-être qu'il a juste aussi envie de se dire qu'il a envie de faire des films qui le font kiffer, quoi. Voilà, voilà. Et voilà, et je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai vu et lu. Et c'est pareil, l'image a été très cool, hein. Franchement, cette maison-là, cette ambiance, ça m'a presque donné envie d'aller dans le désert californien, alors que franchement, c'est pas trop mon délire. Là, cette image-là, avec le sang qui coule sur la maison, elle est ouf quand même. Je sais pas. C'est l'ambiance un peu Stranger Things, peut-être. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs, vous, à conseiller, que vous avez vus ce mois-ci, que vous avez lu, des expos à faire, peut-être je ne sais pas si vous êtes plutôt genre à vous faire des expos. Hop. Everywhere, Everything All at Once. Ouais, je l'ai revu ce week-end, du coup j'en parlerai le mois prochain. Je l'ai revu, je dis ça parce que on l'avait téléchargé... c'est pas bien. Parce qu'on pensait qu'il avait pas sorti en France il y a quelques mois quand il est sorti là. Et j'avais vu le début, mais c'était un soir je m'étais tapé une méga migraine, du coup je m'étais endormie à la moitié du film. Et du coup là il est sorti au cinéma, donc j'en ai profité ce week-end pour aller le voir et c'était vraiment chouette. En fait j'ai trouvé... Ah, bon, ça faisait peut-être écho en plus à... J'en parlerai plus le mois prochain. Ça faisait peut-être écho à des réflexions que je m'étais déjà faites dans les semaines précédentes par rapport à la filiation et tout. Parce que j'ai des enfants dans mon entourage. Et du coup, je sais pas, ça m'a grave parlé. En plus d'être visuellement chouette. J'ai vu Everywhere vendredi. Alors toi, Valentin, je te fais plus confiance, hein. Je te fais plus confiance. Si tu dis sur ce film-là, qui est quand même assez ouf sur plein de trucs. Après, je peux comprendre qu'on n'adhère pas au scénar. Mais franchement, c'est très cool. En fait, c'était hyper inventif, visuellement c'était ouf. Et en plus, pour le coup, il y avait un vrai propos qui est soutenu par l'histoire. Et ouais, je sais pas. Il y avait... Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. On en parlera un peu plus. J'essayerai de détailler mon propos sur ce film.
Je digère encore parce que après il y a toujours des choses effectivement qui nous parlent parce que ouais là il y a en gros en ce moment moi je me pose beaucoup la question sur l'impact des parents et des parents. Le scénario c'est 0, mais comment tu peux dire le scénario c'est 0? En fait, c'est quoi que tu dis dans le scénario c'est 0? Parce que là, il y a vraiment justement quelque chose qui est dit dans ce film. Il y a vraiment un truc qui est dit. En fait, le scénario, il est là pour porter un propos. Pour porter plusieurs... Et pour nous faire réfléchir, tu vois. Après, si... Je sais pas, c'est genre la cohérence. Mais la cohérence, elle vient dans ce qui est raconté, en fait. Tu vois, on s'en fiche que... Comment dire? Je pense qu'on en parlera plus en détail. Mais il y a des choses où on s'en fiche, que ça soit un peu stupide, ou que ça... ou que tel truc... je sais pas comment dire, ça... j'arriverai pas trop à développer plus ma pensée, mais quand un film est à un scénario complètement par exemple complètement con, pas original, et qu'en plus il veut rien dire et qu'il n'y a pas de cohérence là-dedans, c'est inintéressant. J'avais deviné la fin à la moitié du film, aucune surprise pour moi. Du coup, pour toi, ce qui est plus important, c'est la surprise. Moi, je m'en fiche d'être... Enfin, si un film, son parti pris, c'est d'avoir un twist final, là, bien sûr, pour moi, c'est important que je sois surprise par le twist final. Si l'intérêt du film, c'est de te raconter quelque chose, de te parler, là, pour le coup, de certains sujets, en fait... Peu importe que je connaisse la fin du film, comme tu vas aller voir un Disney, tu sais que l'héroïne et le héros, ils vont finir ensemble ou quoi que ce soit, c'est pas grave, tu vois, ou une romance ou quoi que ce soit. C'est comment c'est amené et qu'est-ce que ça veut dire derrière, en fait. Mais après, moi, c'est propre à moi. Moi, il y a des choses où c'est pas grave que je sois surprise. Là, je trouve que visuellement, j'étais surprise. Ça m'a fait réfléchir à des choses, ça fait écho en moi à des réflexions que j'ai actuellement, et du coup, j'ai trouvé ça super cool. Mais bon. Voilà. Après, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Peut-être qu'il y en a, ils aimeront pas parce que c'est trop loufoque. Encore une fois. Mais franchement, c'est hyper dynamique, c'est hyper beau. Ça utilise... c'est pareil, les acteurs sont cool. Ouais. C'est un film de multiverse. Qui est un film de multiverse avec des héros asiatiques, des héros chinois qui vivent aux États-Unis. C'est incroyable. C'est trop simple ce genre de scénario à mon goût pour un film avec tel visuel et une telle intelligence, mais faut le voir. Ok. Toi, en fait, je pense que t'attendais beaucoup et que t'attendais que tu veux que tout soit au niveau... je pense que tu voulais être surpris partout, quoi, effectivement, peut-être. Mais je pense que si la simplicité... je trouve que heureusement que le scénario est simple, parce que tout est très complexe. Pourquoi on parle trop de ce film alors je vais vous en reparler le mois prochain?
En tout cas, juste pour dire, effectivement, je pense que le scénario est simple, parce qu'il y a tellement beaucoup de visuels, que beaucoup de choses sont complexes, que si en plus le scénario était hyper complexe, ça aurait été un truc indigeste que les gens n'auraient pas pu recevoir, ou ça aurait mis beaucoup de gens sur le carreau, et que c'est pas le but de ce film qui veut quand même s'adresser à un large public. Et du coup, il faut que tout le monde puisse l'apprécier aussi, et je pense que des fois un scénario assez simple, c'est quelque chose qui peut être... qui peut apporter quelque chose. Bon, bref. Et ça, c'est mon avis. En tout cas, voilà tout ce dont... Vous avez peut-être pas le même avis, vous êtes... voilà, vous avez... Je suis pas... J'estime pas avoir la science infuse, mais j'aime bien donner le mien, donc d'avis, voilà. Par contre, Valentin dans le chat, lui, il a forcément raison parce qu'il lit les cahiers du cinéma, donc écoutez-le peut-être lui plus que moi. Ah là là. Bon. Voilà, je voulais aller au cinéma à 14h à la base, mais je suis rentrée tard de la réunion de ce matin. Et tant pis. J'essaierai de retourner quand même au cinéma cette semaine. Qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir? À part du coup Everywhere. Everything, Everywhere. Je vais regarder. Évidemment que j'ai 100% raison. Déjà aussi je vais arrêter cette vidéo là. Je tape mon micro. Je vais arrêter cette vidéo là, donc c'est le moment... le moment cringe. Salut YouTube, c'était du coup mon bilan du mois d'août. On se retrouve le mois prochain avec le bilan du mois de septembre. Et en attendant, viens me rendre visite sur Twitch, c'est plus sympa, on peut discuter ensemble. Bye bye.